Mais au même moment, donc, donc on est en 1927-1932, donc des réflexions assez intéressantes en sociologie. Donc on est dans la mouvance, donc ici je fais une petite parenthèse, donc on est dans le mouvement moderne en urbanisme, en architecture qui prend son élan. Et donc, on est dans une vision complètement opposée, disons, à cette perspective de valorisation des intervalles, des interstices, avec, par exemple, le projet que proposait Le Corbusier à Paris avec le plan voisin 1925. Donc, c'était l'idée de la table rase et donc de l'imposition d'une idée d'une ville idéale selon la perspective que proposait Le Corbusier. Donc, beaucoup d'espace, on libère l'espace, et donc il n'y a plus cette attention, bien sûr, à l'existant. On conservait quelques monuments importants, mais bon, pour le reste, on était relativement impitoyable, comme le dira lui-même Le Corbusier dans la Charte d'Athènes, donc 1933, première mouture, et publiée finalement en 1942. Donc, au nom de la santé publique, des quartiers entiers devront être condamnés. Donc, c'est vraiment la ville est malade et il faut procéder à des remèdes quand même radicaux pour finalement enrayer cette maladie incurable qui finalement touche la ville. Et donc, à cet égard-là, on peut donc détruire de façon impitoyable tout ce qui pourrait être finalement un danger à l'hygiène. Donc, bien sûr, on est très loin de la vision des sociologues de Chicago qui présentaient quand même s'il y avait des aspects négatifs compte tenu des pratiques de gang, il y avait quand même une perspective assez positive sur ces lieux comme de réappropriation que se constituent les interstices, ces lieux de sauvagerie. On était très loin de ça, bien sûr, dans la perspective que proposait le mouvement moderne, où finalement on avait une vision très arrêtée sur ce que devait être l'urbanisme, le soleil, l'air et la verdure, et pour le reste, on était quand même très loin de ces fractures, de l'intérêt pour ces fractures urbaines. Donc ici, c'est une image donc, qui n'est pas de la Charte d'Athènes, mais d'un autre livre qui a été publié dans la même volée, donc même année de publication que la Charte d'Athènes, Can our cities survive? Donc, c'était la question, est-ce que nos villes peuvent survivre? José Louis Sert, donc, est aussi partie prenante du mouvement moderne, donc, qui enseignait à l'université Harvard. Et donc, ici, c'est juste un extrait, mais ça vous montre un peu la perspective donc, de comment on considère donc, ce pauvre enfant qui vit dans les taudis de Paris. Donc, on voit la cartographie de ces bulles là, qui sont des zones à enrayer, à détruire. Donc, ces points sombres qui seraient donc des interstices ou des lieux, disons, considérés comme insalubres par le mouvement moderne et donc qui engageraient le processus de la table rase pour finalement réimplanter quelque chose de plus hygiénique. Donc, on est à milieu de la perspective, disons, d'un intérêt quelconque pour ces zones de sauvagerie urbaine. Mais donc, là, si on avance un peu dans les années 40, toujours dans la foulée du mouvement moderne, donc à partir des années 40, il va commencer à avoir une génération montante qui va questionner un peu cet idéal urbain proposé par le modernisme. Et l'un de ceux-là est Aldo van Eyck, donc un architecte néerlandais qui va s'inscrire dans ce qu'on a appelé la génération Team 10, donc c'est cette génération montante qui devait organiser, qui a organisé le 10e congrès internationaux d'architecture moderne et qui sera finalement le dernier parce que donc la vision qu'ils vont proposer va être en contradiction assez forte avec ce que présentaient Le Corbusier et les José Louis Sert. Et donc, en 1956, on est proche de la fin de cette grande époque du mouvement moderne et des congrès. Donc, Aldo van Eyck va présenter donc, dans une de ces grandes messes du mouvement moderne un projet
qui finalement est très différent de ce à quoi donc nous présentait José Luis Sert, entre autres, avec ses visions d'enfants malheureux, de jouer dans la rue. Et donc ici, il va présenter donc justement, donc c'est une des planches qu'il a présentées au Congrès. Donc l'enfant et la cité. Bon, pour Van Eyck, l'enfant est un peu un vecteur d'invention de l'appropriation de la ville. Donc ça implique donc aussi un frottement avec le danger, avec des choses qui ne sont pas nécessairement parfaites. Donc la rue qui était finalement proscrite par le mouvement moderne, on voulait vraiment en finir avec la rue. Van Eyck lui propose donc dans une de ses planches les enfants qui jouent comme ça dans des espaces relativement indéterminés, des espaces de rue, des espaces urbains. Et donc cette idée du jeu aussi qui apparaît et qui va être le vecteur de ce projet assez important, mais qui au départ paraissait assez modeste par rapport au grand projet. Si on le compare par exemple à ce que présentait Le Corbusier avec le plan voisin, on est vraiment à une autre échelle. Donc ce que Van Eyck propose, c'est donc des terrains de jeu qui s'inscrivent justement dans les interstices, dans des lieux abandonnés, des lieux détruits après la Deuxième Guerre mondiale, ou des lieux qui avaient des fonctions relativement, qui fonctionnaient mal, ou qui étaient oubliés. Donc tout un ensemble donc, il y a un ensemble d'espaces comme ça qui vont ressurgir comme des espaces potentiels. Et l'intervention de Van Eyck va être assez minimale, donc il va réinvestir ces lieux pour en faire des terrains de jeu, tout simplement, avec donc un langage assez minimaliste. Et donc, bon an, mal an, comme ça va être sur une période d'environ une trentaine d'années, c'est plus de 700 terrains de jeu qui vont être comme ça construits dans les interstices d'Amsterdam. Donc, ce qui pouvait paraître au départ une intervention très fine, et elle est toujours fine, mais c'est-à-dire très minimale et modeste, va prendre une ampleur monumentale, mais par son aspect réticulaire, par cette idée de réseau dans la ville. Donc, comment le micro, finalement, ces petits espaces vides dans la ville, ou ces petits espaces sans détermination, vont, à force d'être réinvestis de façon très minimale, construire cette espèce de ville spongieuse, cette ville qui, finalement, est construite sans nécessairement donc, faire la table rase, mais plutôt construire la ville, à partir de la substance même de cette ville. Donc, on voit ici le type de terrains qui vont être utilisés, donc des terrains vacants, des lots qui étaient abandonnés, donc qui vont comme ça peu à peu être réinvestis par des espaces de jeu. Et donc ça, c'est une cartographie qui a été donc réalisée par Liane Lefebvre. Liane Lefebvre et Alexander Dzonis, qui sont donc des historiens de l'architecture qui sont basés aux Pays-Bas, donc qui ont finalement redécouvert, ou en tout cas contribué à la redécouverte de ce projet-là qui avait été plus ou moins oublié, mais qui est quand même assez marquant justement comme transformation radicale de la vision de la ville. Donc on passe de cette ville du mouvement moderne de première génération qui était donc destinée à être imposée du haut en bas et donc où on transformait radicalement le tissu urbain des villes existantes, à une autre vision de la ville qui part de la ville existante et qui, donc, à partir de ces interstices, la reconstruit ou la réintensifie, notamment ici par l'entremise de l'action des enfants qui, donc, constitue un peu le motif et l'inspiration de Van Eyck. Et bien sûr, bon, à peu près, donc le petit parallèle avec l'histoire de l'art, mais donc à peu près à la même époque, on a quelqu'un comme Lucio Fontana qui travaille avec son concept spatial justement à perforer des toiles. Donc cette idée du trou, excusez-moi, du trou qui devient quelque chose de positif. Donc le passage, donc le trou, c'est pas simplement donc il y a cette idée d'un espace qui traverse, donc l'idée du mouvement. On a parlé plutôt de cette idée du mouvement, de la temporalité, donc à travers le concept spatial de Lucio Fontana, et aussi
bien sûr, à travers ce projet des terrains de jeu. C'est une ville qui se transforme, qui est avec la figure du terrain de jeu, avec ses enfants qui occupent la ville. C'est quand même une vision assez très spatio-temporelle, très liée on parlait du déploiement de l'espace comme déploiement spatio-temporel, mais je pense que l'appropriation par les enfants de la ville et donc à travers ces lieux de passage, ces lieux d'ouverture, ça contribue donc tout à fait à cette vision urbaine qui est en émergence à partir des années 40-50. Et à travers ces trous, bon, on parle des enfants, on parle des pratiques, d'occupation, mais donc si on avance un petit peu, on fait un petit saut dans les années 70 et jusqu'à encore, c'est très actuel aujourd'hui, cette idée du trou comme surgissement de la nature, d'un nouveau sauvage, et à travers cette attention à cette nature qui émerge dans les villes, c'est aussi une autre esthétique, une esthétique qui n'est pas celle des jardins à la française, mais c'est une esthétique du mouvement, une esthétique qui s'intéresse à la dynamique des plantes, à leur géographie, à leur voyage. Et donc, Gilles Clément est toujours un grand communicateur de cet éloge de la friche, qui n'est pas simplement donc, une vision purement écologique, mais aussi une vision esthétique. Donc, à travers cet intérêt pour la friche, pour les plantes, les animaux qui l'occupent, comme bien sûr facteur de biodiversité, c'est un aspect, mais il y a aussi une autre vision, un autre regard qui est porté par ça. Donc, ce regard qui s'intéresse à des choses qui sont, bon, selon les critères occidentaux, disons, du paysage presque informe, mais qui, lorsqu'on s'attache, disons, où on commence à mieux connaître et à s'intéresser justement à tous ces micro-mouvements qui peuplent une friche, ça devient complètement un territoire fabuleux de complexité. Et donc, il y a l'œil, quand on parlait du paysage comme construction du regard, construction de la sensibilité, bien, quand on commence à s'intéresser à quelque chose comme la friche ou ce que Clément appelle le tiers paysage, donc c'est ces ensembles de délaissés qui deviennent des lieux par le fait même de richesse et de plénitude bio-écologique. Donc, quand on commence à s'intéresser à ce genre de conditions, bien sûr, ça transforme aussi notre regard sur les choses et ça transforme notre idée de paysage. Donc ici, un projet sur lequel avait travaillé Clément avec une équipe, donc c'était de cartographier justement tous ces délaissés et de les combiner à donc soit des boisés ou des parcs existants pour créer ce qu'ils appelaient donc la forêt des délaissés. Donc à travers la friche, il y a une forêt potentielle qui est en émergence. Et donc, c'était cette idée aussi de la virtualité, donc l'herbe qui va devenir forêt. Et donc, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va finalement, au final, devenir donc un environnement climaxique, comme le dirait Clément, donc un environnement au maximum de biodiversité. Et donc, cette idée de la forêt qui émerge finalement de l'herbe, donc une idée qui s'inscrit un peu dans le type de projet que va développer Gilles Clément. Si on poursuit encore dans en tout cas à peu près dans les mêmes périodes, donc années 60-70, il y a le designer et architecte Andrea Branzi qui va proposer donc une vision peut-être un peu à l'échelle de l'herbe, donc cette idée de l'ultra-léger comme nouvelle image urbanistique. Donc pour lui, la métropole, c'est pas nécessairement quelque chose qui est dominé, qui doit être dominé par l'architecture, mais plutôt par ce qu'il appelle le plancton, donc plancton d'objets, plancton d'informations, de corps en mouvement. Et donc la vision de la ville qu'il propose de façon un peu polémique dans les années 60, c'est de mettre, disons, un peu de côté, bien sûr, l'architecture est toujours là, la substance construite est toujours là, mais pour Branzi, ce qui est le plus important dans la métropole, c'est justement cette micro-échelle, donc à l'échelle du plancton, si on veut, quand on utilise la métaphore, donc micro-échelle qui est
qui crée une ville fluide, une ville en continuelle transformation. Et donc, c'est un peu, c'est des poussières qui finalement vont s'agencer de différentes façons, vont bouger, et c'est pour lui ce qui est l'image la plus intéressante de ville. Et à travers ces petites particules, mais c'est aussi, d'une certaine façon, l'idée de l'interstice plus simplement comme un espace qui serait à occuper, mais plutôt comme un vecteur qui va percer finalement, qui va occuper. Donc tous ces points, tous ces objets, ces corps en mouvement sont aussi finalement un peu des vecteurs qui vont percer la toile, qui vont occuper l'espace. Et donc cette espèce de vide fluide qui infiltre la substance, donc la ville fluide qui est composée bien sûr de ces habitants qui vont infiltrer l'espace par tout un ensemble de procédures.